Ben là. Salut tout le monde. Écoutez, aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat ici à Angoulême. Ben là. Et j'ai le privilège d'avoir une entrepreneur qui a lancé sa boîte de com. Ben là. Ben là. Oui, comme vous le savez, je suis actuellement à Angoulême. J'ai rencontré plusieurs personnes super intéressantes jusqu'à maintenant et je n'avais pas eu d'entrepreneurs, de gens qui ont décidé de dire « moi, je démarre mon entreprise ». Et la personne que je vous présente s'appelle Valentina Gelman-Schaum, qui est entrepreneur. Elle a parti sa boîte de communication il y a une dizaine d'années et ça s'appelle « Comme un mardi ». On va parler de ça dans quelques instants. Honnêtement, là, je trouve ça vraiment magnifique. Alors, c'est ce qui vous attend dans quelques instants. Ben Lala est une expression qui provient du Canada, plus précisément du Québec, mais savoureusement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Lala est souvent ajouté à la fin de certains mots comme « Ben voyons Lala ». Pourquoi Lala? Alors quand on dit « Ben Lala », c'est comme si nous disions « Bien voyons ». Bref, le nom du podcast est Ben Lala afin de faire un clin d'œil à son concepteur et animateur, Benoît Rochefort, et ajouter la teinte distinctive Lala de sa région natale. Benoît Rochefort est professeur au Cégep de Chicoutimi depuis 2005. Il a été consultant durant une quinzaine d'années en communication et marketing et a réalisé de nombreuses études de marché. Il est également détenteur d'un programme court de 3e cycle en management de projet, une maîtrise en gestion des organisations et un baccalauréat en marketing. Il s'amuse avec son projet de podcast, Ben Lala. À vous, bon podcast! Attention. Voici notre invité de la semaine. Alors, notre invitée de la semaine, j'ai eu la chance de la rencontrer pendant la semaine du hackathon qui s'est tenue ici. Elle a coaché, accompagné les étudiants à présenter des magnifiques stratégies de communication. Alors, je me permets de l'appeler Valentina. Est-ce que tu me permets de tutoyer, Valentina? Je te tutoie, je t'appelle Benoît. C'est parfait. Écoute, c'était un privilège de travailler avec toi la semaine dernière et d'accompagner les étudiants. D'ailleurs, c'était très drôle parce que plus la semaine avançait, moins les étudiants me posaient des questions et moins ils me parlaient. Alors, à chaque fois que j'allais les voir, ils cachaient leur contenu parce qu'ils voulaient me conserver une certaine surprise lors du dévoilement. Bref, Valentina, toi, tu es entrepreneur. Parle-nous un petit peu de ta carrière, de où c'est que tu viens. Alors, je m'appelle donc Valentine, j'ai 56 ans. J'ai toujours travaillé dans la communication. Je dis Valentine ou Valentina? Alors, c'est Valentine, mais... mais quelle erreur de junior. Alors, je m'excuse, Valentine. J'avais écrit vraiment Valentina. Tu peux mettre Lala derrière. Lala. Valentine Lala. C'est bon, Valentine. Excuse-moi. On poursuit. Donc, moi, j'ai commencé dans la communication un peu par hasard parce que quand j'avais 21 ans, je faisais des études de droit. Il n'y avait pas de filière en communication, il n'y avait pas de diplôme en communication. Et je suis rentré dans une agence de communication financière un peu au hasard pour faire un travail d'été pour payer mes vacances. Et puis j'ai découvert, je suis rentré par le biais de tout ce qui était édition, relecture, relation avec les graphistes, avec les imprimeurs. Et puis au bout de 2 mois, le patron m'a dit « Est-ce que tu veux rester ?» Parce que c'était une jeune agence qui se montait. Et à l'époque, c'était à Paris, puisque je suis parisienne au départ. Et j'ai saisi l'opportunité parce que je m'ennuyais dans mes études. Et depuis, je n'ai jamais quitté la communication. Donc j'ai fait des petites agences, des grosses. À un moment, j'étais dans le groupe TBWA pendant quelques années. Et puis, j'ai quitté Paris il y a maintenant presque 25 ans, avec 3 garçons et l'envie d'avoir un peu plus d'air et une vie, un peu plus de qualité de vie, pour m'installer à Bordeaux. Et à Bordeaux, j'ai créé une structure à l'époque avec un associé. On a eu une agence plus spéciale qui s'appelait Y, Solutions de communication, puisque nous, déjà, moi, mon plaisir, c'était de poser des questions aux clients. C'était vraiment d'être dans l'écoute et d'essayer de comprendre qui ils étaient avant d'essayer de se précipiter pour dire on va faire ci, on va faire un event, on va faire du print. Enfin bon, j'avais déjà cette fibre du conseil et cette envie de réfléchir le plus en amont possible. Et j'ai eu comme ça quelques structures. Et puis, il y a 10 ans, j'ai vraiment assouvi mon envie qui était de ne faire que du conseil et de dire je ne crée pas une agence, mais je crée un cabinet conseil et pour accompagner des clients sur justement toutes ces problématiques autour de la marque, le positionnement,
la réflexion sur pourquoi demain on vous choisira vous et pas votre concurrent, quoi, puisqu'on en est tous là. Et donc j'ai créé cette structure qui s'appelle Comme un mardi à Bordeaux. Et dans le même temps, j'ai été sollicité par une école à Bordeaux qui cherchait un intervenant professionnel pour donner des cours à l'époque à des BTS communication. Je me suis dit, je vais essayer, on verra bien, quoi. Et au fait, j'ai vraiment pris le goût de la transmission, puis de la transmission dans les deux sens, quoi. C'est-à-dire ce que nous, on peut leur apporter et puis ce qui nous renvoie. Et je me suis installé en Charente il y a 1 an. Et donc, j'ai proposé mes services à Media School. Et j'ai eu le plaisir d'accompagner les étudiants et de les accompagner sur l'hackathon. Et voilà. Alors, ton entreprise Comme un mardi, est-ce qu'elle est encore basée à Bordeaux ou depuis 1 an, tu as rapatrié toutes tes activités à partir d'ici? Alors, j'ai installé le siège social en Charente, mais l'essentiel de mes clients est à Bordeaux. Donc, alors, c'est vrai qu'avec le télétravail, etc., la visio, c'est pas très compliqué. Puis, de toute façon, je continue à aller à Bordeaux pour les écoles dans lesquelles j'interviens. C'est pas très loin, Bordeaux, hein, c'est 1h15. Voilà, donc ça se fait... tu peux mettre 1h15 dans Bordeaux pour aller d'un point à un autre quand il y a des embouteillages. Donc, au fait, là, je mets 1h15 et ça roule. En train ou en voiture? Alors, j'essaie, quand il y a des trains, je prends le train. En ce moment, en France, c'est pas très, très fiable. OK. On n'est pas sûr de partir et on est encore moins sûr de revenir. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup la voiture. Explique-moi pourquoi le nom Comme un mardi. Alors, quand j'ai créé la boîte, j'ai fait un dîner un apéro avec des amis qui étaient alors soit créatifs, soit un peu de tous horizons, et pour réfléchir au nom de la boîte. Donc je savais que je voulais pas mettre mon nom dedans parce que je trouvais ça prétentieux, je voulais pas d'anglicisme parce que j'avais pas de raison, je voulais pas de trucs trop symboliques. Et puis le dîner avançant et le vin rouge aussi. On a été un peu plus créatifs. Et j'ai réussi à dire, au fait, je me souviens, j'ai une de mes amies qui m'a dit, mais pourquoi dis ce que tu n'aimes pas? Et je disais, au fait, moi, je n'aime pas les idées préconçues, j'aime pas. Et j'ai dit, par exemple, je déteste les gens qui répondent comme un lundi quand on leur demande, je ne sais pas si chez vous c'est une tradition, mais ici en France, quand tu demandes à quelqu'un comment il va et que c'est le lundi, il te répond comme un lundi et tu sens toute la détresse. Et ça me fait toujours pitié parce que je me dis, si les gens sont malheureux le lundi, la semaine va être très très longue. Et donc quand j'ai dit, je déteste cette expression comme un lundi, quelqu'un m'a dit, t'as qu'à t'appeler comme un mardi. Et j'ai dit, ouais, ça sonne bien, voilà. Effectivement, ça sonne très bien. Puis toute l'idée qui est en arrière, elle communique beaucoup de choses. Une approche aussi beaucoup plus positive que comme un lundi, qui, lui, dans le fond, laisse aller vers un peu, je dirais, la dépression, laisse aller vers « ça ne me tente pas de faire ma semaine, c'est plate, j'aurais pris une journée de plus dans mon week-end. » Alors que moi, j'adore faire ma semaine parce que j'adore mon métier, quoi. Alors, Valentine, tu vois, je me suis ajusté. Je m'excuse. Hein. C'est beau. Je me suis pas trompé dans les noms jusqu'à maintenant. Il fallait que ça tombe sur toi. Tu t'es pas trompé, tu as rajouté un A. Ah, exactement. Donc, Valentine, comment ça se passe dans l'entrepreneuriat? Ici, si, mettons, je démarre une entreprise, est-ce que c'est facile de faire des affaires en tant que femme d'affaires? Alors, c'est compliqué comme question. Alors, je vais parler du secteur d'activité que je connais, qui est la communication. Alors, être une femme dans ce métier-là, c'est pas forcément compliqué parce qu'il y a beaucoup de femmes dans le milieu de la communication. Moi, quand je vois dans les écoles, c'est majoritairement des filles. Et c'est vrai que dans les grosses agences et les postes côté annonceurs de directeurs, directrices de la communication, ce sont souvent des femmes. Donc, faire sa place en tant que femme dans ce milieu-là n'est pas forcément compliqué. Après, ça peut être compliqué face à des clients qui vont être des grosses entreprises industrielles ou voilà, des hommes qui peuvent être... quand j'avais mon ancien associé, souvent il pensait que j'étais son assistante, quoi. Donc en fait, il s'adressait à lui en réunion, pensant que moi je prenais des notes. Après, pour ce qui est de faire des affaires, alors moi j'ai une chance qui est, c'est que j'ai pas mal de cheveux blancs, donc j'ai du réseau. J'essaie de bien faire mon travail. A priori, je dois le faire à peu près correctement parce que les gens me sont fidèles. Et je suis en me positionnant sur beaucoup de communication interne aujourd'hui. J'ai pris une place, alors je ne vais pas dire que j'ai pris une place, c'est un peu prétentieux, mais une expertise sur laquelle les agences vont pas beaucoup. En fait, la communication interne, ça ne fait pas rêver grand monde. C'est moins sexy.
C'est moins glamour, tu sais, c'est moins tu sais, par contre, la communication interne, c'est fondamental au bon fonctionnement d'une organisation. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu plus dans ton approche de communication interne. Toi, c'est quoi tu vois là, normalement qu'il faut corriger le plus souvent là, dans les entreprises? En fait, il y a un énorme fossé entre informer et communiquer, c'est toujours ce que je dis. Et au fait, souvent, moi, je pose la question aux interlocuteurs que j'ai dans les entreprises ou des collectivités, parce que je travaille aussi avec des collectivités, et je leur dis, mais comment vous communiquez en interne? Qu'est-ce qui est en place, etc. Ils me disent, non, mais c'est bon, on a une newsletter, et puis c'est affiché à la machine à café. Et je leur dis, mais ça, c'est pas de la communication, c'est de l'information. Et c'est vrai que ça a été très, très, très longtemps le parent pauvre de la communication. Les gens sont persuadés qu'il suffit d'envoyer un mail et que ça, c'est de la communication. Et il faut faire beaucoup, beaucoup de pédagogie. Alors, c'est vrai que voilà, malheureusement, le confinement et le Covid et le distanciel ont amené les managers à se poser des questions et à voir qu'il y avait des choses qui bougeaient, que les salariés avaient besoin d'être rassurés, être accompagnés, etc. Il y a aussi eu, je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, mais il y a eu aussi en France beaucoup ce mouvement d'entreprises libérées, entreprises agiles. Il y a aujourd'hui la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, qui demande quand même beaucoup d'accompagnement en interne. Donc il y a une prise de conscience, mais il y a énormément de travail. Et puis il y a beaucoup de gens qui, avec le marché, sont arrivés, se sont improvisés coach, les happy machin managers, là, et qui mettent 2 baby-foot, 3 corbeilles de fruits frais. Et en fait, bon, souvent, c'est un peu gadgetisé, quoi. Effectivement. Quand on parle de communication interne, c'est quoi l'élément le plus important que tu penses là, dans le fond qu'on doit mettre en place pour favoriser une communication interne? En fait, moi, ce que je vois, ce qui se fait très rarement, c'est d'abord d'écouter les parties prenantes internes d'une entreprise ou d'une organisation. C'est que souvent, en fait, on a le son du décideur, des membres du comité exécutif ou comité de pilotage, etc. Et quand je leur dis, j'aimerais bien rencontrer des salariés, rencontrer des agents, etc. En fait, souvent, ils ont la trouille, hein, parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qui va remonter. Enfin, on est presque aux limites de la psychanalyse, quoi. Et donc, moi, c'est ça que j'aime. En fait, c'est ça que j'aime dans la communication interne, c'est qu'en fait, on ne fait une bonne communication interne qu'à partir du moment où on a pu écouter, entendre, recueillir le ressenti de tous ceux qui sont concernés. C'est ça que j'aime. Hein. Est-ce que, parce que là, on parle de communication interne, mais mettons que je suis une entreprise et que j'ai aussi un besoin de communication externe, est-ce que tu vas prendre le mandat? Oui, je le prends. Ah oui, je le prends parce que ça m'intéresse. Après, je connais mes limites maintenant. Alors, le fait d'avoir monté une structure que j'appelle volontairement cabinet conseil, moi, je me suis entouré de partenaires, de gens qui sont et des graphistes, et des webmasters, et des community managers, etc. Et donc, quand on me demande d'intervenir sur une stratégie de communication externe, je bâtis la partie stratégie et dans lequel on retrouve quand même tout ce qui est lié à la marque, dans lequel souvent j'essaie quand même de placer de la communication interne, parce qu'il n'y a pas de communication externe réussie si à un moment on n'a pas créé les conditions pour qu'en interne les gens comprennent. Et puis après, je sous-traite pas, je co-traite à des gens et sur lesquels je ne gagne pas d'argent. C'est-à-dire je ne marge pas, moi, sur les gens avec qui je travaille. Donc je le prends, là en ce moment, j'ai des budgets de communication externe. Ouais. Donc je le fais, mais j'ai plus d'affinité et plus de sensibilité dans le fait d'être au contact des salariés. Parlons de cette approche-là de communication dans la façon de faire ton travail. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, parce que là, toi, cabinet conseil, donc tu fais de la stratégie, aujourd'hui, la communication avec, par exemple, des outils comme Canva, avec plein d'outils dans lesquels on est capable de faire de la com, c'est rendu accessible à monsieur, madame, tout le monde, à quelqu'un qui n'a pas nécessairement de formation là-dedans. J'aimerais t'entendre sur l'importance pour une entreprise d'avoir une stratégie. Parce que, les moyens sont là. Ça s'est démocratisé dans la façon de le faire. Tu n'es pas obligé de payer 75 000 pour être capable d'avoir un concept, d'avoir quelque chose. Tu peux quand même y aller selon tes besoins, selon l'ampleur de ta stratégie, avec des moyens quand même assez raisonnables. J'aimerais t'entendre sur l'importance d'avoir une stratégie. Tu as complètement raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et moi, c'est une expression qui m'agace un peu parfois dans les écoles, c'est qu'au fait, on dit qu'on forme des couteaux suisses de la communication, c'est-à-dire des gens qui sont censés savoir tout faire, c'est-à-dire prendre des photos, monter des vidéos, faire de la créa, créer un logo, rédiger, faire du community management. Bon,
Enfin, moi, j'estime qu'on ne peut pas être bon partout. Donc, après, ce que je dis à mes clients et ce que je dis à mes étudiants, c'est qu'aujourd'hui, on a tous des concurrents. Et on sait très bien que le choix d'une marque, même si ce n'est pas une marque commerciale, hein, le choix de la ville d'Angoulême, par exemple, si on prend une marque, il ne se fait pas tellement sur la valeur du produit ou du service. Le choix, il se fait sur les valeurs de la marque. Et donc, c'est le sens. C'est pourquoi je bois du Coca plutôt que du Pepsi. Je suis persuadé que Coca est meilleur, alors qu'il y a des tests à l'aveugle qui disent que non. En fait, les gens préfèrent le goût du Pepsi. Mais en fait, on rattache des valeurs à Coca-Cola qui sont 100 ans d'histoire, le Père Noël, etc. etc. Et ça, c'est qu'est-ce qui fait que demain, au-delà du produit, au-delà du prix, au-delà de la valeur conseil, on va choisir une marque plutôt que son concurrent. Et ça, c'est vraiment la réflexion stratégique. L'importance de cette réflexion stratégique-là, je suis une petite entreprise, par exemple. On est 10 employés. Est-ce que je suis capable de bâtir une stratégie? Alors moi, je dis toujours... Alors, de toute façon, moi, la stratégie, je ne la bâtis jamais seule. C'est-à-dire que je la bâtis avec le client, parce que je n'ai pas la réponse seule. Par contre, il y a des techniques de veille pour aller faire le benchmark. Il y a des techniques d'animation pour récupérer justement le ressenti des salariés, celui du fondateur, du manager, etc. Ça, c'est un métier. Et après, moi, je pense que souvent, en communication et en réflexion stratégique, quand bien même le manager ou le directeur de la communication a les compétences, mais en fait, il manque de recul, puisqu'il baigne dans la marque, donc il manque totalement de distance. Voilà. Et moi, je ne suis pas là pour être complaisante, je ne suis pas là pour être gentille, je suis là pour être efficace. Donc, c'est bien pour ça que les DIRCOM passent par des agences, mais ils ne peuvent pas tout faire tout seuls, quoi. Est-ce que tu considères qu'une entreprise qui n'a pas de stratégie ou qui ne s'est pas posé des questions sur ses orientations, est-ce que tu penses que cette entreprise-là, elle est un peu handicapée dans sa façon de faire de la com? Sur le long terme, oui. Je pense qu'on peut... Alors moi, il y a quelque chose que je dis souvent, c'est le produit qui fait la communication et pas l'inverse. C'est-à-dire que tu peux avoir des outils de communication qui sont de super qualité, bien réalisés, etc. Je veux dire, si c'est vide, si ça n'apporte pas les valeurs de l'entreprise, ça fait illusion à un moment, mais en fait, après ça ne marche pas, quoi. Donc, une entreprise qui ne se pose pas ces questions-là, je pense qu'elle est réellement en danger sur le moyen long terme. Revenons un peu à ton expérience entrepreneuriale comme femme d'affaires. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans ton parcours? Ce que je trouve difficile, en fait, il y a peut-être deux choses. C'est marrant parce que je n'avais pas réfléchi, donc c'est ce qui va venir en spontané. La première chose, c'est ce que renvoient les gens qui me disent au fait, pourquoi tu n'es pas salarié dans une entreprise? Pourquoi tu as monté ta boîte alors qu'au fait, tu bosses comme une dingue, tu as des soucis. En fait, les gens ne comprennent pas. Et en fait, on a beaucoup de mal à leur expliquer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui fantasment sur le chef d'entreprise en se disant « Ah, c'est génial, il fait ce qu'il veut quand il veut ». Ouais, c'est beaucoup de boulot. Donc, en fait, quand je parle de liberté, je dis « En fait, c'est ma liberté ». On me dit « C'est la liberté de bosser 7 jours sur 7 ». Oui, c'est ça. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, au moment qu'il veut. Mais il le fait tout le temps. Il faut qu'il le fasse. Exactement, il le fait tout le temps. Il n'y a pas le choix. Sinon, l'argent ne rentre pas. Voilà. Mais j'ai été très heureuse salariée, donc ce n'est pas un problème. Après, il y a le fantasme autour du chef d'entreprise, c'est-à-dire les gens sont toujours persuadés qu'on gagne énormément d'argent. Et moi, les gens me disent, mais en fait, je ne sais pas si à un moment je dis, non, c'est compliqué, là, je ne vais pas au resto. On me dit, ta boîte n'a qu'à payer. Et je dis, ma boîte, c'est moi, quoi. Enfin, si je n'ai pas d'argent, c'est que ma boîte n'en a pas, quoi. Donc, c'est plus dans la représentation que se font les gens du chef d'entreprise. Après, moi, j'ai pas eu trop de difficultés. Il y a des moments aussi, quand c'est compliqué, tu te sens quand même seul. C'est pour ça que les réseaux, moi, je suis pas très réseau, c'est-à-dire que je suis pas allé boire du champagne avec des trucs. Enfin, je non, pas de champagne. Si, mais avec des potes. Ah, j'ai pas besoin d'aller payer pour être dans un réseau pour boire du champagne. Mais au fait, il y a quand même des réseaux qui sont bien quand tu peux partager avec des gens qui ont les mêmes préoccupations. C'est-à-dire que tu vas pas rentrer chez toi avec des soucis, la banque machin, j'ai pas payé les impôts, j'ai un imprimeur qui me relance. C'est des choses que t'as pas envie d'inquiéter les gens autour de toi, ça intéresse pas les gens et voilà. Donc la solitude dans des moments difficiles, c'est peut-être le truc difficile. Oui, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas
ce rapport-là d'obligation envers, en fait, les obligations financières. Moi, j'ai été longtemps à mon compte et c'est la chose que je détestais le plus. J'aimais faire ce que je faisais, j'aimais faire la stratégie. Honnêtement, je pense que j'étais bon. Mais sur l'aspect, je dirais, comptable, financière, j'avais besoin d'être accompagné parce que ça ne me tentait pas, j'aimais pas ça et je trouvais ça lourd. Un peu comme le marketing est lourd souvent pour des entrepreneurs parce que là, pour eux, il faut qu'ils dépensent de l'argent, puis là, ils ne savent pas comment faire, puis là, il faut qu'ils bâtissent une stratégie parce qu'aujourd'hui, on ne se le cachera pas, là, avec la multitude d'outils disponibles, on peut réellement dépenser de l'argent si on n'a pas une stratégie efficace. Et quand on a une stratégie efficace, bien là, à ce moment-là, on peut commencer à dire qu'on va investir de l'argent parce qu'on va être en mesure de mesurer qu'est-ce qu'on a fait et d'être capable de corriger le tir assez rapidement. Donc, c'est là un peu l'enjeu. Et tu vois, moi, je te le partage parce que moi, c'est vraiment le volet où puis comme tu dis, il faut que tu sois habillé, il faut que tu aies l'air à faire de l'argent, il faut que tu sois de bonne humeur, il faut que tu sois sans tâche. Mais de l'autre côté, des fois, ça peut arriver qu'il n'y ait pas d'argent. Moi, les 4 premières années, là, j'étais sur le seuil de la pauvreté. Là, je n'en avais pas d'argent à ce moment-là. C'était difficile. Après ça, on a bâti une carrière. Ça a été un peu mieux, mais il y a comme un passage, obligé, là, je pense, un peu à l'intérieur de ça. Il y a un truc qui est compliqué aussi, c'est qu'en fait, quand tu es une petite structure, c'est qu'il y a un moment, tu as beaucoup de... Moi, c'est ce que j'ai en ce moment. J'ai beaucoup de clients, et c'est tant mieux. Donc, les prospects arrivent, ils me sollicitent. Tu dis pas non. Tu dis pas non. Effectivement. Voilà. Et donc là, tu es à fond dans la production, dans la réflexion stratégique. Mais là, je travaille pour des clients, je passe du temps. Et donc pendant ce temps-là, en fait, tu ne développes pas. Parce que tu te dis, si jamais il y a des trucs qui tombent en plus, là, c'est plus pas possible. Mais moi, ce que je vends, je ne vends pas la réalisation d'une plaquette. C'est des délais de décision qui sont longs derrière. Pour qu'une entreprise décide de faire un audit de marque, etc. Donc voilà, c'est d'arriver à jongler aussi entre je suis le nez dans le guidon parce que là, j'ai des clients. Mais il faut aussi que je pense à demain quand les missions seront terminées, quoi. Donc, mais bon, je l'ai choisi et je suis très heureuse. Des bons défis. Écoute, on a parlé de com, on a parlé un peu de ton parcours, on a parlé un peu d'entrepreneuriat. J'aimerais qu'on parle de l'enseignement. Dans le fond, tu es collaboratrice ici au Media School. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris encore, dans le fond, une collaboratrice, c'est un peu comme un chargé de cours, un professeur au Québec, mais qui n'est pas à temps plein. Donc, c'est un professionnel qui vient encadrer des étudiants, leur donne la théorie, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu trouves stimulant dans ce mode d'enseignement-là? Parce que tu es occupé, tu as tes clients, tu as tes affaires, et là, ça t'hypothèque du temps quand même dans ta semaine. Oui, alors je le fais pour plein de raisons. D'abord, j'adore le contact avec cette génération, même si je ne les comprends pas toujours, même si parfois je dis « oh là là, ça a changé », etc. Bon, on en est tous là. Mais je trouve que moi, il m'apporte une espèce de forme de fraîcheur. Et en fait, ça m'oblige aussi à me tenir hyper informé, et, pour être en mesure d'être sur la même longueur d'onde qu'eux. Parce que sinon, je serais un vieux machin qui serait totalement has-been, quoi. Donc ça je trouve ça bien. Après, moi, je dis toujours, au fait, pourquoi je fais ça. J'ai eu la chance d'avoir des patrons qui m'ont toujours donné envie de faire mon métier. C'est-à-dire, je me souviens, quand j'étais jeune, j'écoutais mon président et je me disais, j'espère qu'un jour, j'arriverai à parler comme lui. J'étais fascinée. Et ils m'ont donné envie. Et je me dis, sur une promo, s'il y a un étudiant ou deux à qui je peux donner la flamme. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'on soit beaucoup là pour leur transmettre des savoirs. Ils n'ont pas besoin de nous. Je veux dire, ils vont sur Internet, ils trouvent tout. Hein. Moi, ce que j'aime, et ce que j'adore, par exemple, dans justement l'hackathon, c'est d'essayer de leur faire part de l'expérience. C'est-à-dire, au-delà des données théoriques, etc., ça se passe comment dans la vraie vie d'un communicant. Et j'aime ces échanges-là. Et j'ai gardé des liens avec certains étudiants depuis 10-12 ans. Je trouve que c'est riche et de leur donner envie et de leur transmettre le savoir-être, parce que le savoir-faire, ils n'ont pas forcément besoin de moi, quoi. Et le savoir-faire, ils vont le développer aussi dans l'application, parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a des beaux concepts ou on a des bonnes idées théoriques, mais en réalité, quand c'est le temps de l'appliquer, et c'est un peu là, dans le sens de ton travail, quand tu fais de la réflexion stratégique ou de la stratégie avec les entreprises, tu t'assures que ce qui a été décidé et les orientations que l'organisation a décidé de prendre, que ça soit réalisable également, parce qu'il n'y a rien de pire qu'avoir une super grande stratégie. Écoute, je me souviens, j'étais avec mon associé en 2004 et on avait lancé notre firme de marketing. On sortait de l'université, on était tout frais.
Et on était très heureux de ça. Et je me souviens, on avait bâti notre premier plan marketing. Et dans notre premier plan marketing, on avait, je pense, 15-16 actions à mettre en place. Et finalement, les 3 premières années, on a été capable de mettre en place seulement que 2 de ces affaires-là. Ça a fonctionné, ces 2-là. Donc, ça a pris quand même du temps pour aller chercher des clients, se faire connaître, et ainsi de suite. Mais les 2 premières ont été... dans le fond, ce n'est pas nécessairement la quantité, mais c'est d'être capable de les mettre en place, que ça soit efficace, que ça soit intéressant. Tu interviens au Media School. Est-ce qu'il y a d'autres établissements dans lesquels tu interviens? À Bordeaux, j'interviens dans une école qui s'appelle Formasup. OK. Formasup Campus. Et là, j'interviens aussi sur des bachelors, des masters 1 et master 2. J'interviens à l'EFAP aussi, qui est un groupe national. Historiquement, c'était l'école française des attachés de presse, qui est maintenant un grand groupe national. Et j'interviens aussi sur de la communication interne, de la gestion de projet, etc. Voilà. Très intéressant. Dans tes méthodes pédagogiques que tu utilises, j'ai pas l'impression que tu sembles être quelqu'un de hyper théorique. Donc, comment ça se passe, mettons, je me présente dans ta classe, là. Tu fais quoi comme type d'enseignement? Alors, d'abord, ça dépend des progressions pédagogiques. Il y a des diplômes sur lesquels il y a des attendus où il faut quand même qu'ils aient un minimum de... Bon. Mais, alors, j'ai pratiquement que des étudiants qui sont en alternance. Donc, en fait, je les fais beaucoup partir de leur entreprise. J'essaie aussi d'adapter beaucoup les apports théoriques à leur entreprise. C'est-à-dire que si on travaille sur la communication interne, je leur dis, choisissez une problématique de communication interne qu'il y aurait dans votre... Voilà, donc, en fait, je les fais travailler parce que je trouve que le sujet est plus concret pour eux. Ils ont l'impression que ça sert à quelque chose. Donc ça, beaucoup me reposer sur leurs entreprises. J'essaie généralement sur des étudiants que j'ai à l'année d'avoir un annonceur, mais un vrai annonceur. Moi, je fais venir. Alors, c'est des clients à moi, des amis, etc. Qui vient, qui leur fait un brief, comme toi, tu as été là, à qui il pose des questions, qui revient à intervalles réguliers, et les étudiants pitch comme ça devant. Là, ils sont sur du concret. Enfin, c'est vraiment les mettre dans le plus concret, le plus opérationnel possible. Donc, j'ai peu d'apports théoriques. Et souvent, sur les apports théoriques, j'ai un cours, et à la limite, je leur envoie par mail en disant « Regardez-le ». On en reparle, mais je passe peu de temps à faire des cours théoriques parce qu'en fait, je pense que ça ne les intéresse pas. OK. C'est bon, ça. Tu sais, l'acquisition des connaissances faite des fois, oui, par un peu de théorie, mais la mise en pratique, elle est beaucoup plus efficace. En tout cas, dans mon humble avis, là, puis je ne veux pas faire du mur à mur, mais tu sais, dans le sens, je ne veux pas en faire une généralité pour tous les professeurs, mais je crois là, que l'apprentissage par l'action et dans la mise en pratique est plus efficace. Ouais. Ah oui, je le vois depuis... Et d'ailleurs, moi, au début, quand j'ai commencé il y a 10 ans, j'intervenais en BTS, donc c'était les premières et les deuxièmes années, et il y a ce qu'on appelle un référentiel, donc tout ce qu'ils doivent maîtriser pour avoir leur BTS. Et il y avait un tel décalage entre ce référentiel et ce que moi je connaissais de la pratique de la communication, j'avais du mal à leur enseigner, parce que j'avais l'impression de leur mentir. Mais d'un autre côté, j'étais obligé de leur dire, quand on définit les objectifs, on parle des objectifs cognitifs, connatifs et affectifs. Mais je me disais, mais il n'y a personne dans la vraie vie qui parle comme ça. C'est pas possible. Effectivement. Donc, je faisais un grand écart qui n'était pas confortable. Donc, Et maintenant, ça va tellement vite, le marché du travail, l'évolution, tout ça. Faut s'adapter en quelque sorte. Il faut adapter nos programmes. Et je pense que d'ailleurs, le programme français a été changé. Ça fait pas très longtemps. Là, donc, ils se sont ajustés. Nous, on y passe l'an prochain, en fait, dans les 2 prochaines années dans le programme. J'aurais le goût de te faire participer à un petit jeu. Ça te tente-tu? Je suis là, donc allons-y. Donc, dans le fond, à mes invités, durant le podcast, je leur fais écouter des expressions québécoises. Est-ce que tu es déjà venu au Québec? Oui, j'ai un fils qui est marié à une Québécoise. Ah, c'est vrai, tu me l'avais dit. Qui vit à Montréal. Donc, et qui vit à Montréal. Alors, tu es habitué avec l'accent québécois? Oui, pas aussi souvent qu'il le faudrait, mais oui. OK. Donc, est-ce que je vais tester tes connaissances? Ça fonctionne? Ça marche? Donc, je vais te faire jouer un extrait d'une expression et tu me diras qu'est-ce que ça veut dire. Ça marche? C'est la seule règle qu'il y a. Tigidou. Tigidou, c'est cool? Oui. Quelque chose comme ça? Oui, c'est Tigidou, c'est correct. Tigidou, c'est carré. Ah, c'est bon. Je vais à date, 1 sur 1, t'es dans mes tops. À la revoyure. À bientôt. Ah ben là, on est dans 2 sur 2. Je suis impressionné. On y va avec un autre. Capoté.
Capoter. Capoter. Non, je connais maganer, mais je connais pas capoter. Capoter, c'est un peu comme quand on pogne les nerfs. Tu sais, là, qu'on s'énerve, là, donc c'est à peu près dans cette façon qu'on l'applique. En France, tu as une expression, quand tu dis ça capote, ça veut dire que ça marche pas, en fait. Exact. Ça a capoté, ça n'a pas abouti, quoi. Ben, on pourrait l'appliquer comme ça, mais nous, quand on dit arrête de capoter, là, c'est arrête de pogner les nerfs. Prochaine expression. Faire dur. Faire dur. Alors là, faire dur, je sais pas. Tu sais, par exemple, si, mettons, je sais pas moi, quelqu'un dit quelque chose qui n'a pas de bon sens, puis là, tu fais dur. Tu sais, dans le sens, t'as pas d'allure, t'as pas t'as pas de sens. C'est un peu la façon qu'on va l'appliquer. On s'en fait-tu un petit dernier? Peut-être que tu vas... Un facile, alors. Hein? Un facile. Un facile? Cogner des clous. Quoi? Cogner des clous. Cogner des clous. Cogner des clous. Là. Je sais pas. Cogner des clous. J'imagine que ça n'a rien à voir avec chez nous, ce qui serait du bricolage. Non. Donc, je sais pas, dire des bêtises, non. Quand, des fois, ça peut arriver dans nos classes là, qu'un étudiant est fatigué, donc qui s'endort tout simplement. Donc, cogner des clous, là, c'est quand tu t'endors puis la tête. Les paupières qui tombent, exactement. Donc, c'est cogner des clous. Alors, je vais t'en faire un petit dernier. Avoir les yeux dans la graisse de bine. T'es pas réveillé? Oui, c'est très bon. C'est très bon. C'est exactement ça. C'est quand t'es pas réveillé à être... T'as des petits yeux. Valentine, sérieux, c'est extraordinaire. Tu es mon numéro 1 dans les expressions canadiennes, en fait québécoises. Merci à ma belle-fille Constance. Oui, c'est assurément grâce à elle que tu as pu relever ce défi-là de façon intéressante. Écoute, merci d'être venu dans mon podcast, de nous parler de ton parcours, de ton parcours d'entrepreneur, de parler de stratégie de communication. Moi, c'est un sujet que j'adore, qui me passionne. Et honnêtement, c'est le fun d'échanger sur ça. En même temps, parler de l'entrepreneuriat, de ta super entreprise comme un mardi. Donc, moi, c'est à cette heure chaque lundi, je vais m'assurer de ne pas dire comme un mardi, comme un lundi, finalement. Donc. Merci à toi d'être venu nous voir jusqu'à Angoulême. Je viendrai te voir. Ben oui, tu viendras voir ça, le cégep de Chicoutimi, c'est magnifique. Vous écoutez Ben Lala en France, financé par le programme de soutien à la mobilité professionnelle des cégeps du Québec, du ministère de l'Enseignement supérieur du Québec et géré par la Fédération des cégeps et des partenaires suivants: le Media School d'Angoulême, le cégep de Chicoutimi, le comité de jumelage d'Angoulême et celui de Saguenay. À vous tous, bon podcast. Alors, c'est ce qui complète cet épisode de Ben Lala. Merci à Valentine de Comme un mardi. D'ailleurs, dans la description de l'épisode, ça va être le titre « Comme un mardi ». Je vais m'amuser un petit peu avec ça. Ça va susciter l'interrogation. Alors, écoutez, les amis, j'espère que vous avez apprécié cet entretien qui parle un peu plus justement de stratégie de communication, un peu d'enseignement par l'action et bien sûr d'entrepreneuriat. Alors, à tous, je vous souhaite une excellente journée et il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!